Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc ce sera le dernier pour le moment pour l'année 2003, parce que vu comment j'en ai pas beaucoup en termes de CD des pay-per-view de 2003, et que voilà, si vous me croyez pas, ben, je vous montre. Donc SummerSlam 2003, vu comment il y en a qui m'en manquent beaucoup, il me manque... il me manque Bad Blood, Survivor Series, No Mercy, Unforgiven, si je crois bien. Insurrection, je sais que je l'ai, mais, mais pas avec la pochette, justement, de l'année 2003. Et à ce qui paraît, ben, vu comment dans le lot de 2003, de coffrets comme ça, il n'y a pas, on va dire, le nom inscrit avec la moitié de l'année, vous voyez, chiffre 0, enfin 2003 quoi, pour 2003. Vu comment il y a pas ça, je me suis dit, merde, peut-être que je ferais mieux peut-être pas le prendre s'il n'y a pas la tranche comme ça. Vu comment, voilà, je sais que j'ai le Great American Bash 2004 avec un Insurrection de 2003. Bref, peut-être que je devrais lâcher l'affaire avec ça. Et oui, je sais, dans l'affiche qui est justement originale, c'est Sable qui se pose nue sur les deux S. Donc S en vert, S bleu. L'air de dire qu'elle n'a pas de soutif ni de culotte. Bref, c'est très coquinou. Je suis sûr qu'il y en a certains qui adoraient cette image. Et pourtant, un show exceptionnel, vraiment exceptionnel. Notamment le main event du Elimination Chamber. Parce que oui, c'est déjà arrivé un Elimination Chamber dans un SummerSlam comme dans un Survivor Series. Et que dans l'année 2004, ben, il n'y aura pas de Elimination Chamber. Mais en 2005, ce sera pour New Year's Revolution. Que ce soit 2005 et 2006, plus un December to Dismember totalement à chier. Bref. Donc là, on voit Engel et Lesnar. Je sais pas si c'est l'Undertaker. Ah non, c'est Chris Benoit et Eddie Guerrero. Zach Gowen contre... Ah non, il y a... Ah non, il n'y a pas. Et Rob Van Dam. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc, quand j'ai regardé ce DVD, il n'y a pas de bonus avec des interviews, backstage et tout, etc. Non, il n'y a vraiment rien de cela. Mais en revanche, il y a un match qui ne figure même pas dans ce DVD, mais qui figure dans un Saturday Night Heat du kick-off de SummerSlam. C'est le match entre Rey Mysterio et Shannon Moore, et qui se conclut par une victoire de Rey Mysterio. Avec son 619 bien sûr, même si je n'ai vraiment pas forcément vu dans ce DVD-là, mais c'est victoire de Mysterio tout de même. Donc ce match-là, même si je n'ai malheureusement pas vu, comme la plupart des matchs dans les kick-offs, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les kick-offs dans le show-là, je les ai pas forcément vus, mais par Wikipédia, qui peut permettre de te faire enseigner par rapport aux résultats des shows, t'aide énormément. Mais c'est un 3,5 ce match-là, et on passe directement à la carte principale, vraiment la carte principale. Et quoi de bon commencer le match avec un match par équipe entre la Résistance et The Dudley Boys. Oui, pour les titres du monde par équipe du côté de Raw. Alors, dans la Résistance, c'est... Attention, avant que je me trompe. René Dupré et Sylvain Grenier. Ah tiens, j'avais pas forcément précisé, mais moi je croyais que René Dupré c'était Sylvain Grenier. Et que non, ben c'est encore moi qui m'ai gouré. Comme si je connaissais pas très bien la Résistance. Un peu comme la réflexion quand j'avais fait le Shawn Michaels Heartbreak and Triumph. Je me rappelle que Cinéphile n'arrêtait pas de... Enfin, il disait, dans la Résistance, c'est René Dupré et Rob Conway. Alors que maintenant, je sais,
C'est juste que, voilà, à cette période-là, je sais que j'avais vu le match-là, mais que c'était un peu trop difficile à retenir la plupart des noms, vu comment des noms dans le monde du catch, il y en a plein, vraiment plein, et je suis totalement débordé. J'étais totalement débordé, bien sûr. Mais bon, ça c'est du passé, mais c'est pas la peine de me donner des leçons en disant « Hein, t'as vu, je connais mieux que toi ». Ça, je déteste ce genre de proverbe. Et récemment, j'ai eu un message de Orbat qui avait commenté la vidéo sur Armageddon 2002, qui est un banger, qui est un excellent show, et que j'étais d'accord avec elle ou avec il pour ce genre d'argument, même si je reconnais n'avoir pas été très très tendre avec Orbat, enfin avec Orbat, parce que un peu, j'étais un peu taquin. Vraiment, j'étais taquin sur certains points. J'étais un petit peu en colère, je dis bien un petit peu, pas comme si c'était de la grosse colère, mais j'étais bête, j'étais vraiment bête, mais que je peux rien y faire, c'est du passé, ce qui est dit, je peux pas retirer non plus ce que j'ai dit. Est-ce que je regrette? Non, mais en tout cas, j'aurais pas dû dire un truc de si discutable. Mais bon, je le remercie pour sa propos très positif, ce qui est tellement rare, mais je te remercie. Donc voilà, si tu passes par là, je te remercie infiniment. Et ça vient du cœur. Concernant le match, il y avait des sacrés retournements de situation, et dans la résistance contre les Dudley Boys, et bien sûr dans les Dudley Boys, Bob Array, Devon Dudley, vous les connaissez beaucoup j'imagine, et dans leur équipe, il y avait leur petit frère, Spike Dudley, pour contrer la moitié de la résistance française, même si on sait que c'est la résistance canadienne. Donc c'est un peu du Amérique contre Canada québécois, enfin Canada-Québec. Et que ça va pas être très de partie de plaisir dans ce match-là, rien qu'en le voyant. Il y a le fameux Waza des deux Dudley Boys, avec le headbutt sur les boules, jusqu'à ce que l'arbitre se fait distraire soit par Sylvain Grenier ou René Dupré. Je sais pas qui est au sol parmi la résistance, mais je me rappelle que Rob ou Robert Conway, qui attaque l'un des deux frères Dudley, et qu'après il se casse du ring pour donner la victoire à la résistance. Donc, enchaînement à deux de la résistance, et c'est eux qui remportent le match. Donc, pour ce match-là, sympa pour commencer, même si c'est pas forcément extraordinaire, c'est un 3,40. Voilà ce qui est enfin dit et dit. Et maintenant, ben, le second match, c'est Undertaker contre le Prince Albert, enfin, mieux connu sous le nom de A-Trent, et un peu plus tard, Lord Tensine. Donc ce match-là, dans un match où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, si ce n'est la petite rivalité était très courte, et que A-Trent était justement accompagné par Sable, qui peut, on va dire, servir d'atout en plein match, alors que Taker, ben, lui, préfère seul, vu comment il adore se la jouer solo, et de faire son job dès que ça lui arrange, notamment quand c'est à manière de destruction, et que c'est pas forcément un match très extraordinaire, je vous le dis honnêtement, même s'il n'est pas mauvais en soi, vraiment pas mauvais, et que ça s'est joué dans les retournements de situation. Il y a même Sable qui va même distraire l'arbitre, et ça va permettre à A-Trent de faire son double chokeslam en forme de Spinebuster, qui est le finish de A-Trent, mais ça ne va pas passer, il se relève parce que l'arbitre a un peu trop tardé sur les bords en matière de se faire draguer par Sable. Voilà, et que ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Si je crois bien, c'est soit l'Undertaker il en termine avec un Last Ride Powerbomb ou un Chokeslam. L'un des deux, mais en tout cas je suis sûr qu'il remporte le match, et que après qu'il a remporté le match,
eh ben, il veut faire son Last Ride Powerbomb, et c'est là où Sable essaye de draguer l'Undertaker, mais que l'Undertaker ne veut pas succomber à ses désirs sentimentaux, qui fait appel à Stephanie McMahon, vu comment Stephanie est en rivalité avec Sable, et aussi en rivalité contre son propre père. Donc, ouais. Franchement, ça c'est parti en catfight, comme dirait Joey Styles. Mais que, voilà, après Sable s'en va, et ça permet à l'Undertaker de finir avec son Last Ride Powerbomb, et de s'en aller. Et après ça, on passe directement, match de, je sais pas si c'est bataille pour le pouvoir de Raw, mais en tout cas c'était un match Street Fight, je pense. No Horsebar Street Fight. Un truc comme ça, sans aucune disqualification, entre Shane McMahon et Eric Bischoff. Et que Eric Bischoff, il a amené son fameux pyjama de karatéka. Donc il se joue un peu pour Jet Li ou Bruce Lee, ou peut-être même Jackie Chan. Même si, voilà, je sais que par le passé, même si je n'étais pas forcément au courant, avant d'être commentateur, président d'une industrie, général manager, double casquette et d'autres trucs comme ça, eh ben avant tout cela, ben, il était ceinture, je sais pas si c'était ceinture noire de karaté ou n'importe quelle couleur en termes de niveau, mais il faisait du karaté. Et du coup, ben, vu comment il s'inspire des sacrés révolutionnaires des arts martiaux, comme les noms, comme je l'ai cité, Jet Li, Bruce Lee et Jackie Chan, il veut faire à sa manière, se battant comme un vrai karatéka, même si c'est un peu comme Karate Kid, mais sauf que Eric Bischoff, ce n'est pas Karate Kid, vu comment il se fait un peu vieux quand même. Bref, c'est un truc totalement à la mort moineux, ou alors un peu à la manière de Ricky Steamboat. Il y a un petit côté Ricky Steamboat dans sa manière de se positionner, même si Ricky Steamboat c'est un peu du Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Alors que Shane McMahon, ben lui, il a rien de tout ça d'un karatéka. Lui, c'est plutôt l'argent, danseur, comme s'il était sur une piste de danse, ou encore un basketteur comme s'il joue au basket, vu comment il a un petit côté basketteur dans sa façon vestimentaire. Mais bon, toute cette histoire mène quand Eric Bischoff prenait le contrôle de Raw et qu'il a ordonné à Kane de détruire Shane McMahon et surtout de lui cramer, enfin, pas plutôt le cramer, de lui électrocuter ses testicules. Parce que oui, j'ai déjà vu ce segment-là. Il prenait un batterie électrique et qui mettait des genres de pinces électriques dans les boules et dans le clairon pour qu'il se fasse électrocuter. Voilà, comme ça, il aura plus du tout d'enfants. Oh, c'était extrême, franchement c'était extrême. Et surtout, il avait ordonné à Kane de cramer Jim Ross, alors que ce dernier disait qu'il faut plus se moquer de lui, car si c'est un monstre, ce n'est pas de sa faute, il est né pour être un monstre. Et que, bien sûr, j'ai déjà cité ce segment dans son coffret, mais au moins, je le résume tout de même. Et surtout, avec un différend avec Stone Cold Steve Austin, qui a eu Bischoff. Et après, après, ça passe aux côtés des McMahon. Donc, il veut engrainer Shane, mais surtout, la mère de Shane, vu comment, du côté de SmackDown, il voulait se taper Stephanie McMahon. Et c'est pas tout à fait ce que on peut se rendre compte à chaque fois, mais je sais que j'ai vu ça passer. Un coup qui s'est fait la fille, il veut se faire la mère. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, mais what? Ce connard, on dirait qu'il a vraiment l'envie de foutre la merde, mais
en faisant d'un côté malicieux. Bref, quelqu'un de très vicelard qui n'hésite pas à donner des sales coups, que ce soit verbalement, physiquement, il peut forcément arriver, même si c'est pas celui qui en impose des tonnes et des tonnes. Ce qui ne va pas plaire à Shane, car il veut pas qu'on se tape sa mère et surtout que on fait du mal à sa mère, alors que entre mère et fils et mère et fille et femme contre mari, enfin femme et mari, quand je dis ça, c'est Vince et Linda. Ça n'a pas toujours été de l'amour très très fou, mais que au point de sauver son honneur, Shane, il veut justement sauver son honneur, même si on s'appelle Eric Bischoff, Monsieur Easy-E. Donc, voilà, ça se transforme en street fight, et c'est pas de la technique comme on a l'habitude de voir. Oh que non, ce n'est pas de la technique pure et dure, c'est plutôt de la bagarre, encore de la bagarre. Et que, qu'est-ce que je peux en dire de plus? Ben rien, si ce n'est que je me rappelle que Bischoff donnait un ordre à Jonathan Coachman, le plus gros sus-bonbon de tous les temps, qu'il intervenait dans le match en faisant une petite promo et surtout en insultant Shane. Et n'hésite pas à faire le sale boulot pour Eric. Et que après, un peu plus loin, ça se transforme en bagarre. Bref, c'est encore que de la bagarre. Encore transformation bagarre. Jusqu'à ce que, si je crois bien, Bischoff prend le micro, il insulte Shane, comme il a l'habitude de le faire, mais surtout, si je crois bien, il parlait du mal de Linda, donc la maman de Shane, un coup qui ne va pas plaire. Il va décider de se défendre en allumant Coachman et Bischoff, donc il se fait les deux en même temps, même si c'est pour utiliser des coups de chaise, des kendo, et tout ce qu'il peut porter sous la main, des chaises aussi pour faire son coast to coast, qui va peut-être l'effectuer, si je crois bien. Mais après qu'il a encore pris l'avantage, Bischoff, eh ben, il veut essayer de finir le boulot. Mais c'est là où Stone Cold arrive et il veut un peu trash-talker Coachman en lui foutant un stunner et surtout à Bischoff. Et ça va permettre à Shane McMahon de remporter le match et de boire une bière avec Steve Austin, qui n'a pas toujours été ami avec Shane, et pourtant ça va l'être au fur et à mesure de fil en aiguille, et que ça s'arrête ici. Ce match-là, c'est pas comme si c'était une masterclass, mais je lui mets un 3,20, et entre Undertaker et A-Trend, je l'ai pas dit, mais c'est un 3,5. Voilà, comme ça, je n'oublie pas. Et maintenant, match pour le titre des États-Unis, un match à 4. Donc Eddie Guerrero contre Chris Benoit, contre Rhino, contre Tajiri, ou bien sûr Yoshihiro Tajiri. Et que quand je remarque la carte là, et même sur mon papier, il n'y a aucun match féminin. Vraiment aucune. Et que même si je me rappelle au début, j'avais vu Christian avec le titre intercontinental, qui discutait avec Bischoff, comme si Christian n'avait aucun match. Bref, ça c'était au début, presque au début du programme. Mais bon, je n'ai pas su en dire, vu comment je suis blablateur et j'oublie certains détails. Pour le match à 4, très excellent, vraiment excellent. Que les 4 hommes se démarquent de manière très psychologique et logique de leur part, vu comment ils vont un tout petit peu porter le show derrière leur dos, même s'il y en a que c'est pas le main event le plus attendu. Mais ça passe, vu comment ça passe de la technique pure et dure, et j'en passe des noms, vu comment, vous saviez, c'est que de la technique. Que de la technique. Et pour tout ça, je pense pas que c'était à élimination, enfin, du moins je l'espère, mais que Guerrero, qui est le champion, il va beaucoup jouer dans la filoterie. Ah, c'est un filou ce Guerrero, vraiment c'est un filou. Et je sais pas vers qui va faire le pin. Je pense qu'il va faire le pin soit sur Rhino, soit sur Tajiri. Mais en tout cas, il surprend, peut-être de manière en trichant, vu comment il va pas hésiter
à prendre le titre et frapper l'un de ses adversaires avec. Mais c'est lui qui remporte le match. On va dire c'est lui qui remporte vraiment le match et qui conserve son titre. Donc victoire de Guerrero, défaite pour les 3 autres, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et maintenant, que vais-je dire? C'est un peu du Gilbert Bécaud, ça. Le match pour le titre de la WWE entre Kurt Angle contre Brock Lesnar. Eh bien, un match très excellent. Il n'y a pas à dire, c'est un des meilleurs matchs de la carte. Même le Chamber qui est excellent, même si je ne l'ai pas mis une note très haute, je le reconnais. Mais il passe, ça passe. Et que ça, notamment, un petit peu ça passe d'avoir le chiffre que je lui donne. Mais le match entre Angle et Lesnar, ça c'est du pur catch. Du catch amateur ou du catch pro. Ça reste une masterclass ce match. Et que je l'avais déjà cité dans Essentiel Collection, vu comment dans l'autre de Survivor Series, non c'est pas Survivor Series, allez dans Backlash 2003, ben, il y a un match avec John Cena et Brock Lesnar qui est présent dans Here Comes the Pain, que j'ai pas su le dire, mais que ce match-là ne figure pas dans Here Comes the Pain, mais dans le DVD de Kurt Angle, comme j'ai bien dit, et que ça va s'enchaîner des souplexes à tout vaille, de la part des deux hommes, vu comment ils ont l'habitude de nous proposer que des dingueries sur le ring. Vraiment, ça sort du lourd. Hein. Et il y a même McMahon qui va être aux abords du ring. Peut-être intervenir, mais ça va pas arrêter Angle. Et qu'il s'en prend directement à la jambe blessée de Brock Lesnar, et qui vend une blessure à la jambe, et qu'il effectue le F5 malgré sa blessure, mais qui ne va pas passer vu comment Angle se relève du F5. Et pareil pour Lesnar, il se relève du Angle Slam. Et un peu plus loin dans le match, parce que je vais passer directement à la fin du match, il enlève ses bretelles, il effectue un Ankle Lock sur Brock. Brock tente de se débattre comme il peut, mais ça n'arrête pas. Angle qui reste sous ses positions, tel un pitbull, il ne lâche pas le nonos pour mieux faire abandonner son adversaire. Et sur les yeux de sur les yeux de Monsieur Vince McMahon, eh ben Brock Lesnar, il abandonne. Et si je crois bien, c'est la première fois qu'il abandonne officiellement dans un match. Et que Kurt Angle reste toujours champion de la WWE. Et que après ça, ben, McMahon est sur le ring, mais sauf qu'il se fait allumer par Angle, qui va chercher une chaise, il va le positionner sur le ring, il va prendre McMahon et il va le faire un doigt d'honneur jusqu'à ce qu'il fasse le Angle Slam et il s'en va. Il s'en va. Donc comme j'ai dit, ce match-là, un banger, un masterclass, un classique, que je lui mets un 4,50. Et c'est pas des conneries, je lui mets ça, vu comment ça sauve quand même le show du SummerSlam. Bon, plus que 2 matchs après c'est terminé. Kane contre Rob Van Dam. Alors, vous connaissez l'histoire, je suppose. Vu comment Kane, il a perdu son masque et est devenu totalement un tueur en série, un détraqué, un malade mental, il décide de détruire tous ceux un jour qui ont fait équipe avec lui. Notamment, il a déjà détruit Van Damme par n'importe quelle occasion. Il a aussi fait sur Jim Ross et sur Stone Cold Steve Austin. Et bien là, il veut redétruire Rob Van Damme. Même si je me rappelle le match se lançait directement dans la baston, ça se commence directement par ça, mais que Van Damme ne va pas se faire squasher. Parce que quand j'ai vu ce match-là sur la carte, je me suis dit, attends, je pense que Kane va peut-être le squasher, vu comment il était détraqué à cette période-là. Ce serait peut-être très malvenu, mais ça peut faire l'affaire. Eh bien non, ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, c'est pas non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ça ne s'est pas passé comme je sous-entendais. Et que Van Damme s'est très bien défendu. Il a sorti que des petits spots, notamment que des coups de pied dont il a le secret. Et Rolexander
Springboard Likely Moonsault. Le 5-star Frog Splash, il n'aura même pas le temps en plein match de dégainer, vu comment il se fait atomiser par le Big Rain Monster. Ou encore, il se fait démolir, il veut faire un Shock Slam, et qu'il en termine directement le match. Bref, il se passe beaucoup de trucs que je peux pas trop en dire, vu comment, voilà, je sais tout ce que je sais. Et que ce match-là, justement, c'est victoire de Kane, et c'est un 3,40. Et maintenant, on passe au main event du Elimination Chamber. Voilà. Donc, pour le titre du monde poids lourd de la WWE, entre Triple H contre Bill Goldberg, ou Goldberg seulement, contre Randy Orton, contre Chris Jericho, contre Shawn Michaels, contre Kevin Nash. Ce match-là, il est présent dans Iron Will. Je pense que je ne devrais pas le citer pour autant, si ce n'est que ça a commencé entre Michaels et Jericho, donc pour ouvrir le bal du Elimination Chamber, vu comment il y en a certains qui ont rejoint leur pod. Et après les minutes suivent, ce sera Randy Orton qui va rentrer, qui va faire du sale sur le ring, il va notamment s'en prendre à Michaels, l'éternel némésis de l'évolution. Et après, ce sera Chris Jericho de reprendre l'avantage, de se remettre en forme, de contre-attaquer. Et après ça, ce sera Kevin Nash qui va sortir. Et que si je crois bien... Après ça, c'est rentrée de Goldberg qui arrive, qui va faire balayer tout sur son passage. Il va éliminer Kevin Nash, il va éliminer Randy Orton, il va éliminer... Shawn Michaels, il va éliminer Chris Jericho avec ses spears ou Jackhammer, bref. Même si je me rappelle avec Jericho, il va faire un spear sur lui, mais qui va faire passer à travers le plexiglas de la chambre de l'élimination. Mais il élimine tout de même. Et après ça, il restait que Goldberg et Triple H. Et un coup que c'est lui le dernier à sortir, je me rappelle que Ric Flair, il ne veut pas faire sortir Triple H, parce qu'il sait bien que Goldberg peut le découper en deux, Triple H. Et que Triple H le narguait en le faisant notamment un fuck sur Goldberg. Goldberg, ça va, on va dire, rien lui faire, si ce n'est qu'à exploser le pod de la chambre de Triple H. Il va le faire forcer à sortir et se faire allumer par The Game, jusqu'à ce que, si je crois bien, Ric Flair, il prend le Sledgehammer et lui donne à Triple H, alors que Goldberg, il est en préparation du spear, et au moment où il veut effectuer son spear, il se fait prendre un coup de massue dans la tête, qui va le faire, pas perdre connaissance, mais le mettre KO, et ça permet justement à Triple H de faire le pin sur Goldberg et de conserver son titre et de remporter l'Elimination Chamber. Et après le match là, lui, Ric Flair et Randy Orton et peut-être Batista, ils vont s'emparer de Goldberg et ils vont l'allumer à coups de massue, de sledgehammer, et après ils vont l'attacher à la cage du Elimination Chamber, ils vont commencer à l'allumer, à le faire pisser le sang, et jusqu'à ce que Triple H lui lance un message en disant qu'il n'aura jamais le titre du monde poids lourd, car il le détruirait par n'importe quelle occasion, et que c'est fini pour Goldberg. Sauf que, voilà, on connaît, ce n'est absolument rien du tout fini pour Goldberg, vu comment on sait qu'Unforgiven, il va remporter le match et le titre. Bref, c'est tout ce que je sais dans ce match-là. Donc, vous avez compris, c'est victoire de Triple H, son règne de terreur n'est pas prêt de se terminer, et que ce match-là, 3,50. Et comme je l'ai dit au début de vidéo, il n'a pas il n'y a pas, on va dire, de bonus comme interview et autres. Mais en revanche, il n'y a que des segments promo que je n'ai pas dit, parce que, voilà, ça me passe au-dessus de la tête, et que je suppose que ça n'a aucune importance de vous les citer. Mais bon. Donc, les matchs, les segments promo et l'ensemble, 4,60 pour un excellent show. Même si ça peut paraître être fade, il y a, on va dire, pas forcément beaucoup
de matchs, notamment match féminin qui n'est pas prévu, et d'autres choses, mais voilà, ça conviendrait à certains. Donc voilà, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.